Alors, bienvenue en ce mercredi soir à notre rencontre sur les événements de Stonewall et les luttes LGBTQIA+, qui se passent en ce moment à Montréal. Mon nom est Simon, je suis représentant et je suis membre de Alternative Socialiste. On est un groupe qui cherche à faire la promotion de la démocratie ouvrière. Alors, nous, les travailleurs, on a nos propres intérêts contre les intérêts des capitalistes et il faut évidemment se battre à plein niveau, y compris les luttes pour les droits LGBTQIA+. Alors, aujourd'hui au programme, on a Émilie Pégé à ma droite qui va débuter cette séance avec l'histoire de Stonewall. Alors, ça a été quoi le début de la marche de la fierté? Ça a été quoi pourquoi est-ce que ça a été un événement aussi historique? C'est une histoire vraiment intéressante. Alors, on va examiner ça ensemble. Ensuite, André Carey, qui est, qui fait partie des mouvements sociaux depuis avant ma naissance. Mais il est très jeune, en forme, tout tranquille. Alors, une personne d'expérience qui a un bilan historique, je dirais, des mouvements au Québec. Alors, ça aussi, ça va être super intéressant. Et ces présentations vont être suivies par une période de questions et de discussions. Donc, soyez certains de rester avec nous pour nous faire part de vos opinions. Et au final, ben, on remercie toujours la Cour des récoltes de nous accueillir. Alors, ouais, un petit main d'applaudissement. Merci beaucoup. Achetez-vous une bière ou un verre de jus, dépendamment. Alors, on va commencer avec Émilie. Oui. Merci beaucoup, Émilie. Je te laisse la parole. Oui, moi je prends le micro parce que ma voix. Est-ce que ça fonctionne? Non. Un instant, je sais pourquoi ça fonctionne. J'ai tout fermé quand on m'a demandé de fermer la musique. Excusez. Surtout avec le journaux, c'est mieux? Oui, bonjour, bonjour. C'est vous en fait qui savez si c'est mieux. Moi, je c'est bien. OK. Merci. Bonsoir. Alors, comme Simon disait, je m'appelle Émilie, je suis membre d'Alternative Socialiste depuis 4 ou 5 ans, je ne sais plus. Je suis aussi animatrice de milieu de vie en résidence pour aînés autonomes. Je suis déléguée syndicale également, donc ça se peut que tantôt je fasse un petit lien avec ça. Donc la raison pour laquelle ce soir on souhaite parler de Stonewall, c'est que c'est un événement de la classe ouvrière, en fait, la classe des travailleurs et des travailleuses, extrêmement important. Ça fait partie de notre histoire, puis on se doit en fait de prendre le temps de s'éduquer en quelque sorte, d'apprendre de ces luttes-là, puis surtout d'être inspiré par les forces de frappe des gens qui nous ont précédés. Donc, les gens aussi qui étaient les membres de la communauté LGBT qui étaient présents aux émeutes de Stonewall et dans les années qui ont suivi, c'est des gens qui font partie de la classe ouvrière. Donc, c'est leur histoire et c'est la nôtre. Donc, depuis 1969, aux États-Unis, comme ici, il y a eu des gains, en fait, des gains légaux, des gains sociaux par rapport au regard qu'on peut avoir sur la communauté LGBT. Mais par contre, ce qu'il faut quand même, je vais recommencer ma phrase, il ne faut pas perdre de vue le fait que la discrimination, en fait, elle existe plus que jamais, toujours, malgré ces gains-là qu'il y a eu. C'est vrai que les réformes permettent d'améliorer certains aspects de la vie, on ne peut pas dire l'inverse, mais si les réformes ont pris lieu, c'est qu'il y a eu des luttes qui étaient organisées. Mais il ne faut pas oublier que ces réformes-là, les gains qu'on fait, tant et aussi longtemps que le système capitaliste est en place et qu'on a une élite qui ne souhaite que s'en mettre plein les poches, qui est encore là au-dessus de nos têtes, mais ces gains-là peuvent nous être enlevés d'un moment ou à l'autre. Donc c'est vrai pour les luttes LGBTQIA+, mais c'est vrai pour absolument l'ensemble des gains qu'on fait pour la classe ouvrière. Mais également, il faut tous se rappeler que si les réformes suffisaient, ça ferait longtemps qu'il n'y aurait plus ni de sexisme, ni de racisme, de transphobie et compagnie. Donc il faut pousser donc encore plus loin. Les émeutes de Stonewall, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est pas une action spontanée qui est sortie de nulle part. C'est une accumulation d'expériences, une accumulation de frustration qui était vécue dans la société américaine à cette époque-là. Des conditions de vie particulièrement indignes du genre humain, j'aimerais dire. Donc, juste, je ne reculerai pas à l'histoire du début de l'humanité. On va faire ça bref. Mettons, Seconde Guerre mondiale. Alors,
de changement dans les habitudes de vie des Américains. Donc, le fait qu'il y en avait qui partaient, qui étaient dans les bataillons, qui partaient au front et tout ça, il y a eu donc une possibilité pour beaucoup, bon, surtout d'hommes qui étaient dans l'armée, de vivre des expériences homosexuelles. Puis aussi, il y a eu des femmes qui sont entrées sur le marché du travail pendant la guerre, qui sont sorties aussi du cadre de la famille. Ils ont pu aller faire d'autres rencontres, rencontrer des gens qui connaissaient pas du lien de famille puis du lien du quartier directement. Ça a favorisé des échanges, donc favorisé des possibilités d'expérimentation de toutes sortes et entre autres donc de développer des expériences sexuelles puis de pouvoir s'émanciper au travers de ça. Par contre, il y a eu des lieux quand même, des lieux qui ont été créés pour les gens, pour les homosexuels, pour les lesbiennes pendant la guerre. Par contre, fin de la guerre, l'élite américaine revient affamée de pouvoir. Donc, évidemment, fermeture de ces bars, c'était pas des bars nécessairement, mais des lieux gays et lesbiennes. Et surtout, renforcement plus que jamais du rôle traditionnel de l'homme, de la femme, de la famille, dans le but donc de reconstruire l'économie américaine. Faire une histoire courte, cette forme de famille traditionnelle permet la consommation de masse. Je vais faire un exemple un peu bidon, mais plus il y a de petites familles, plus il y a de tondeuses qui se vendent. Alors, la famille nucléaire permet, entre autres, de favoriser la consommation de masse. Donc, le but de ça, de reconstruire l'économie américaine, on s'entend que c'était au profit de l'élite et au départ donc des gens qui avaient vécu une certaine petite émancipation pendant la guerre, du moins qui avaient eu un avant-goût de ça. Contrepartie, donc la valorisation de la famille traditionnelle, ça a aussi entraîné donc une répression envers ceux et celles qui refusaient ce modèle-là. Ceux et celles qui refusaient mariage, parentalité et qui avaient envie de vivre des relations homosexuelles, juste de vivre autre chose en fait que ce cadre-là. Par répression, au-delà des crimes haineux, des tensions familiales, en fait, pas juste des tensions, mais des coupures complètement de liens avec la famille, il y a eu comme toute une tentative vraiment étatique de couper l'herbe sous le pied à ces gens-là, de pouvoir s'émanciper, entre autres, par le travail. Donc, il y a eu, au niveau du gouvernement fédéral, une interdiction formelle d'engager des homosexuels et des lesbiennes, donc vraiment une répression de travail assez sévère. Les journaux, partout dans tous les États des États-Unis, les journaux tenaient des listes, publiaient les listes des gens qui soupçonnaient faire partie de la communauté LGBT. Et évidemment, donc, si ton nom apparaissait sur la liste, tu risquais donc le licenciement peu de temps après. Les services de poste ouvraient le courrier des gens, partageaient des noms ensuite, et les universités tenaient des listes aussi des élèves qu'ils soupçonnaient être de la communauté LGBT. C'est un peu le même sort qui était réservé aux communistes. Ce que l'État américain disait, c'était pour une question de sécurité nationale. Là, c'est le même sort aux personnes LGBT. Et on se demande, j'ai pas eu de réponse, mais on se demande en quoi le traitement peut être similaire. Est-ce que réellement les LGBT représentaient à ce moment-là pour le gouvernement américain c'est quoi le mot que j'ai dit? Hey, oui, merci. Une menace, voilà. C'était une menace à l'idéologie de l'élite américaine. Donc ça, c'est vraiment des attaques directes sur la qualité de vie, évidemment. Puis c'est les membres de la classe ouvrière qui subissaient le plus cette répression. Pas le plus, mais qui subissaient carrément cette répression. Les communistes de l'époque ont eu un rôle important dans la mobilisation de la communauté. Bonsoir. Donc, au sein du Parti communiste américain, il y a eu un groupe qui s'est créé. Le but de ce groupe-là était justement de briser l'isolement, d'apporter une éducation politique, que les gens de la communauté LGBT prennent conscience donc des oppressions qu'ils subissent. Et surtout, ça permettait de construire un leadership, vraiment de construire
des perspectives puis une marche à suivre sur comment faire pour se sortir de cette oppression-là. J'en refais pas l'histoire du Parti communiste américain, mais il y a eu quand même, avec la montée du stalinisme, les Américains y ont goûté aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence du Parti communiste. Donc, il n'y avait plus vraiment d'espoir pour la classe ouvrière de par la bureaucratisation du Parti communiste. Mais n'empêche, ce groupuscule-là, au sein du parti, a continué à développer et à avoir cette approche donc, basée sur les conditions de vie du monde pour amener à l'amélioration. C'est vraiment les fondateurs qui se disaient marxistes et qui ont continué cette lutte-là, mais le Parti communiste était tellement gangréné, en fait, qu'ils y ont goûté aussi. Il y a eu un changement au niveau du leadership de leur petit groupe. Il y a eu donc des dirigeants désormais réformistes qui basaient en fait le souhait de changer de société par les changements individuels. Ce qu'ils disaient en fait, c'est que ça n'est qu'aux LGBT de s'adapter et de changer ses comportements pour être mieux acceptés. Si tout le monde fait un effort, ça va bien aller. Donc on est absolument très loin d'une approche de solidarité et de classe, donc on est loin d'une approche gagnante. Donc c'était la fin du potentiel de ce groupe-là. N'empêche, ce groupe-là, ce que ça a permis, ça a développé une certaine forme de courage chez les membres de la communauté qui y participaient, une forme de courage, un apprentissage des solidarités, des liens. Donc ça ne s'est pas effondré, pas parce que le cadre d'un parti s'effondre que les gens qui y sont, le désir de se mobiliser s'effondre aussi, au contraire. Donc, ça a permis ce développement de solidarité-là qui se sont continués après. Et là, je vous compte tout ça, là. Tout ça nous mène, là, début, des années 60. Aux États-Unis, c'est l'apogée des mouvements sociaux à ce moment-là. C'est le mouvement des femmes, mouvement pour les droits civiques. C'est un mouvement anti-impérialiste contre la guerre en Algérie, contre la guerre au Vietnam. C'est des jeunes qui sont absolument inspirés par les Français avec la révolution de mai 68. Donc, il y a une effervescence absolument incroyable aux États-Unis, une prise de conscience du fait qu'il y a une élite qui attaque la majorité du monde. Et ça a permis de donner un caractère militant à la communauté LGBT à ce moment-là. Donc, toujours à cette même époque, les bars gays aux États-Unis subissaient des descentes de façon excessivement régulière. Mais tout ça a fait en sorte que quand la police, le soir, là j'ai la date m'échappe, le soir du fin juin, 28, on me souffle à l'oreille, 28 juin 1969, quand la police est débarquée au bar qui s'appelle Stonewall Inn, c'est le nom du bar, Stonewall, même si ça arrivait souvent, même si les gens avaient l'habitude de me descendre, là, il y a comme eu un point d'écœurantite aigu par rapport aux gens qui y étaient. Donc, la foule a réagi, en symbiose, si je peux dire, parce que tout le monde le vivait ensemble. Donc, ils se sont mis, en fait, quand ils sont sortis du bar, à la demande des policiers, les gens se sont mis à lancer des pièces de monnaie sur les policiers. C'était un symbole très fort parce que les policiers, en fait, extorquaient les bars gays, demandaient de l'argent en échange d'un certain silence. Il y avait comme un petit deal un peu underground. Donc, c'était une espèce de dégoût puis une écœurantite de ça, en fait, de la police qui décide de comment va être rodé leur bar à eux. Donc, symboliquement, en fait, ils se sont mis à pitcher des pièces de monnaie, mais pièces de monnaie, la réserve n'était pas immense, alors on troquait pièces de monnaie pour bouteilles d'alcool, pour pavés, et donc la tension a augmenté. Évidemment, plus la foule répliquait, je ne vous apprendrai rien, plus la police aussi répliquait. Mais le mot s'est vite répandu dans le quartier. Il y a eu énormément de personnes qui sont venues porter main forte en fait, aux gens qui étaient au bar ce soir-là. Donc, ils sont rapidement devenus une centaine de personnes à être devant le bar, à essayer de répondre à la police. Mais la police aussi a renfloué ses rangs et pas n'importe quel renforcement. Donc, c'est carrément la force
de patrouille tactique qui débarquait pour vous donner une idée du pouvoir coercitif de cette force. Les autres, ils étaient formés justement pour contrer les mouvements anti-guerre du Vietnam. Eux autres étaient du genre là, bras dessous, puis formation romaine, là, ça avance tout collé et ça fonce dans le tas. Donc quand eux autres sont arrivés, la réaction habituelle quand ce genre de force tactique débarque, c'est de partir en courant. Mais là, il y avait tellement un sentiment de solidarité incroyable ce soir-là qu'au contraire, les gens ne sont pas partis en courant. Ils sont restés là, ils ont reculé. Ils ont reculé, là, ils étaient rendus une centaine, comme je vous dis, et en fait, en tournant les coins de rue, ils se sont retrouvés à être de l'autre côté de la police. Fait que la police a comme été encerclée par les manifestants. Donc, ça a carrément été désorganisé de leur côté à eux aussi parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Mais bref, cette soirée-là, c'est fini quand même avec énormément de blessés, des gens qui ont été des doigts cassés dans des portières de voitures, du monde, le bord complètement saccagé. Donc, vraiment une violence extrême. Donc, le lendemain, en fait, c'est des milliers de personnes qui sont revenues au bar Stonewall Inn. Et là, direct, quand je vous disais tantôt, l'apprentissage du groupe, l'apprentissage de s'organiser, c'est ça. Le monde est revenu le lendemain directement avec des tracts qui exigeaient en fait que la police et la mafia quittent leur bord à eux, puis qu'ils puissent prendre en charge leur propre lieu de socialisation, de détente et compagnie. Donc, ça a été une série de plusieurs soirs de suite et des manifestations. Puis, ça a mené en fait à une organisation plus large, le Gay Liberation Front, donc qui a tenté en fait de changer le sentiment de colère des membres de la communauté en action positive, en action concrète. Donc, le Gay Liberation Front, ils ont eu des liens de solidarité directe avec les Black Panthers qui avaient été arrêtés. Ils ont fait des levées de fonds pour des travailleurs en grève. Puis ils combinaient en fait la lutte pour les droits LGBT à une lutte pour le socialisme. Donc, ils essayaient en fait de combiner leur lutte à eux autres avec des luttes de différents autres secteurs de la classe des travailleurs et des travailleuses. Dès l'année suivante, partout dans le monde, il y a eu des marches en commémoration à Stonewall, à ce courage-là qu'ont eu la communauté LGBT de Stonewall devant le bar Stonewall. Et donc, c'est le début des Pride, en fait. Chaque année, c'est ça. Au début, c'était vraiment une commémoration de ça. Et plus ça allait, et là, on parle des années 80, le néolibéralisme à fond la caisse partout en Occident. Donc, une diminution complète du niveau politique de la Pride et une augmentation pour venir pallier d'une présence des grands capitalistes dans la Pride. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, dans le cadre du 50e, là, cette année, partout dans le monde, les organisateurs des marches des fiertés n'ont comme pas trop le choix de reparler de Stonewall parce que c'est le 50e, puis il faut le ramener, puis effectivement, ils ont bien raison de le faire. Et c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir. On profite de cette occasion-là, mais on ne faut pas attendre un autre 50 ans. Il faut absolument que cette mémoire-là, cet apprentissage de lutte, ce désir en fait d'améliorer nos conditions de vie soit constamment présent et pas juste une fois par année. Je me suis complètement égarée de mes notes, mais ça tient quand même. Donc, le courage, en fait, et la détermination de ce mouvement-là, et la pression populaire que ça a engendré, ça l'a permis d'atteindre justement des droits plus légaux, puis dont une loi anti-discrimination. Mais aujourd'hui, ce qui prend le dessus, c'est ce mythe de l'argent rose, ce mythe du fait que, de par le fait que les banques offrent les mêmes possibilités et que les banques ne font aucune discrimination, bien, l'égalité, elle est à terre. Mais entre vous et moi, je crois que faire confiance aux banques pour s'émanciper n'est pas particulièrement une bonne idée, surtout quand on voit la crise économique dans laquelle ils nous embarquent volontairement, constamment. Donc,
C'est quasiment, en fait, puis je l'ai entendu hier matin à la radio, quelqu'un dire qu'il y avait une statistique comme quoi les membres de la communauté LGBTQIA+, avaient plus d'argent à la bourse, ou un truc comme ça, puis c'était complètement hors contexte, et c'est surtout extrêmement insultant quand on se fait proposer par l'élite d'utiliser leur voix à eux autres pour s'émanciper. On le sait très bien au quotidien que ça n'a absolument aucun avenue, cette possibilité-là. Donc la marche des fiertés, c'est politique, contrairement à ce que TD, Walmart et compagnie vont nous faire croire dimanche. Il faut, au courant de la Pride et pendant le reste de l'année, à faire des actions en fait, qui visent à défendre les droits des personnes LGBTQIA+, leur droit de vivre en fait comme les personnes veulent, de vivre qui c'est qu'on veut, de vivre surtout en sécurité. Le capitalisme, le système capitaliste a besoin pour survivre du sexisme, du racisme, de l'homophobie, de la transphobie pour s'enrichir. Plus on est divisé chacun de notre bord, plus le système, plus l'élite peut s'enrichir. Donc l'objectif, en fait, on n'a plus le choix, on n'a pas le choix de rompre avec ce système-là. Le système qui est là pour défendre les intérêts des super riches au dépens de ceux qui travaillent à faire en sorte qu'ils sont super riches. Les préjugés, ce que ça fait, c'est que ça engendre la division, le fait qu'on ne se parle pas, le fait qu'on fasse chacun nos affaires de notre bord, qu'on ne prenne pas le temps de s'écouter, ben c'est ce que ça crée. En fait, on se crée des images, des luttes des autres, puis on ne s'en mêle pas. Alors qu'au contraire, ce qu'il faut faire, ça avec quoi on doit répliquer, c'est avec un discours et des actions de solidarité et d'ouverture dans le but justement de contrer leur tactique de nous diviser. Puis on doit absolument donc couper avec le système capitaliste puis se bâtir une société qui nous ressemble où on a le droit d'être qui on est. Alors, merci beaucoup, Émilie. Pour suivre sur ce qu'elle vient de dire aussi, on va être là dimanche, justement, en fonction de nos actions en AS, c'est qu'on va être là à la parade et à la journée d'action communautaire avec nos tracts, avec nos journaux, pour essayer de parler aux gens et de repolitiser justement la marche. Il faut parler de cette histoire-là, du riche héritage culturel et politique de la marche de la fierté. Mais on continue la soirée avec André Carey, qui va parler de l'histoire du Québec. Alors, André? Oui, merci. Juste préciser que je n'ai jamais été militant LGBTQ officiellement dans un organisme, donc c'est vraiment très une contribution personnelle. Je ne voudrais pas usurper un statut que je n'ai pas en tant que tel. Et que la dernière fois que j'ai fait une intervention publique, elle va faire 25 ans. Et donc, je suis plus derrière dans les photos depuis 30 ans que de faire des discours. Tant qu'à faire, on va faire un petit peu l'historique quand même de ce qui s'est passé à Montréal et au Québec en général. Bon, c'est aussi en même temps le 50e anniversaire de l'adoption de ce qu'on appelle le Bill Omnibus. Le Bill Omnibus, dans le fond, c'était ça d'épais, possiblement, ça avait des milliers d'articles. Mais dans ces milliers d'articles-là, il y avait 2 articles qui étaient sur 2 ou 3 articles qui étaient sur la reconnaissance qu'aucun acte commis dans l'intimité entre un mari et une femme ou entre 2 personnes sans aucune. Donc, chacun est âgé de plus de 21 ans, moins permis. C'est sur la fameuse phrase que Trudeau a dit: l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher des personnes. C'est de là qu'on part, qu'on dit finalement que le Bill Omnibus a, entre autres, dans ces 2 articles-là, légalisé ou décriminalisé plutôt les actes homosexuels chez vous entre 2 personnes seulement. Et depuis 21 ans à l'époque, parce que c'était la majorité à l'époque. Puis ça, c'était la veille des événements Stonewall, le 27, le lendemain à New York, c'était ça. C'est ça. Donc, après ça, ce qui n'a pas empêché, par après, dans le développement du mouvement gay lesbienne à Montréal, bon, il y a eu en février 1971 la publication dans la revue Mémise, qui était une revue contre-culturelle, l'appel à créer et à fonder un groupe d'homosexuels de regroupement. Ce qui a amené finalement à la création du Front de libération des homosexuels, donc en février 1971. Leur première action a été faite en 1971, a été le 1er juillet 1971, une centaine de militants et militantes de se joindre à une manifestation contre la Confédération, mais qui ont été accueillis très mal par les nationalismes qui étaient contre la Confédération, en se demandant qu'est-ce que ces dégénérés faisaient là,
c'était quoi le lien avec nos luttes et nos revendications. Et ça, c'est vraiment tiré d'un article du journal Libération, qui était le journal anarchiste de l'époque, en 1971 à Montréal, au Québec. Donc, qui eux, effectivement, parce qu'il faut se rendre compte que souvent, dans les journaux populaires, aux grands médias, on n'a jamais vraiment parlé des luttes. C'était souvent via les médias de gauche qu'on a discuté, qu'on a abordé la question LGBTQ, bon, à l'époque, c'était les homosexuels. Il faut se souvenir aussi de la réaction qu'il y avait, je reviens à octobre 70, le manifeste du FLQ, où est-ce que c'est que dans le manifeste du FLQ, on parlait de Trudeau-la-Tapette, puis de Bourassa, Bourassa, c'était le serin des cimards. Les gens partant, ça avalisait un peu un discours anti-homosexuel, anti-gay, lu à la pleine. Je me souviens très bien de l'avoir entendu. J'étais jeune, j'avais 11 ans, mais quand Bernard de Rome, mais M. Monte, son nom, lire le manifeste du FLQ, ça avait quand même choqué beaucoup de monde, c'était vraiment une réalité. Donc, que souvent on était pris avec, justement, là-dessus, c'est ça. Par après, bon, il y a eu aussi, toujours eu des descentes policières dans des internes. Il faut se rendre compte, bon, que des barrières un peu comme à New York, il y en avait ici, c'est la rue Sainte-Catherine, les années 30. Il y en avait sur la rue Saint-Laurent, bon, souvent c'était contrôlé par la mafia, par les cotroniers et compagnie. Donc, qui eux étaient plus tolérants que la police. Donc, tout ça, ça a toujours existé. Mais par contre, à partir du mois de mai 1976, on en a parlé beaucoup cette semaine, un petit peu, on en a parlé plus de 2 ans, durant les Olympiques, c'est le nettoyage de Montréal pour les Jeux olympiques, qui a amené finalement des descentes policières dans des saunas de Neptune. Le 14 mai 1976, il y a eu 89 arrestations, sont partis avec la liste des membres du sauna 7000 noms. La police a saisi ça, ce qui fait qu'effectivement, après ça, il y a eu, suite à ça, la formation, le 21 mai 1976, après cette descente-là, du Comité homosexuel anti-répression, et qui a vivement dénoncé, encore la littération, c'est ma source, désolé, un article qui rappelle justement que les gays disent non au nettoyage olympique, parce que c'est la réalité qu'il y avait. Il y a eu donc plusieurs descentes. Suite à ça, ils ont décidé d'organiser une manifestation à Montréal le 19 juin 1976, où il y avait environ 300 personnes qui se sont présentées à cette manifestation-là pour dénoncer les différentes répressions. C'est ça. Suite à ça aussi, il y a un militant qui a été le 30 juin qui travaillait pour le COJO, qui était le comité organisateur des Jeux olympiques, qui était sur le service d'ordre de cette manifestation-là, qui, comme par hasard, a perdu sa job, a perdu son emploi, donc 2 semaines après la manifestation, supposément parce qu'il était un risque pour la sécurité. Il faut se souvenir que pour la police, pour la GRC, et même pour des groupes de gauche à l'époque, être homosexuel, c'est considéré comme un risque de chantage, un risque d'être recruté par l'ennemi, la Russie ou par d'autres choses, et à l'inverse, comme militant d'extrême gauche, de gauche, de te faire recruter par la GRC et aussi d'infiltrer. Ça, c'était aussi une réalité politique, quand on dit, comme on disait à l'époque, en 80, la déviance petite bourgeoise. C'était aussi, malheureusement, une réalité qui était dite à gauche, en plus qu'il fallait aussi lutter contre les revendications de droite, entre autres. Toutes les années 77, 78, mais tu as aussi la commission scolaire de Montréal qui refuse de louer à l'Association de défense des droits des gays, lesbiennes, des locaux, qui fait des réunions, qui fait des parties, sous la base que comme quoi ça allait influencer les enfants. Qui était de pire des réunions dans une école qui était disponible à tout le monde. C'est ça. Donc, c'est la création aussi, effectivement, le lancement du manifeste de l'OPGLQ qui est venu plus tard. Le manifeste et programme de l'OPGLQ qui est sorti en 1978, qui était toutes les revendications pour, justement, à l'époque, on parlait très peu plus de la reconnaissance des droits. La reconnaissance du mariage de Chouchard à l'époque, c'était même vu comme saugrenu et inexistant comme discours.
la venue du mariage, de la reconnaissance des conjoints de même sexe, finalement, est venue dans les années 90, avec une réalité objective. C'était des fins à 90, c'était la crise du sida. Le monde mourait. Le monde mourait et il n'était toujours pas reconnu comme couple. Et souvent, c'est des personnes, donc, une fois que le conjoint décédait, il n'y avait aucun héritage. Les familles reprenaient le logement, reprenaient les choses. Il n'y avait aucun. Parce que tu étais considéré comme deux hommes d'affaires, deux personnes, même si tu achetais ensemble une maison, une duplex, des choses de genre, mais tu n'avais pas aucune reconnaissance juridique pour les deux. Tu n'étais juste que deux résidents, ou deux femmes, ou deux participants, mais ça se dit mal. C'est ça. C'est ce qui fait que ça l'a un petit peu à ramener toute la question du mariage, mais ça vraiment des années 90, 91, 92. Ce qui a ramené vraiment plus, comment dire, c'est la série de meurtres qu'il y a eu en 89 avec Joe Rose. Après ça, tu as eu plein de meurtres, entre autres, soit par des squelettes néo-nazis, qui ont eu lieu en 90, 91, 92. Une série de personnes qui ont été tuées au parc Canquignon, dans leur logement. Tout ça, à un moment donné, ça a forcé. Nous, on a fait des manifestations, on a fait des choses, mais la police ne voulait rien savoir. C'était toujours considéré comme des crimes individuels. Le tableau aussi. Donc, c'est ce qui fait que, ça a été une revendication. Avant ça, j'ai passé par-dessus le fameux sexe garage, l'événement du mois de juillet 90, où est-ce que c'est qu'il y a eu une descente policière dans un parti privé, où est-ce que c'est qu'il y avait effectivement des personnes qui sont venues. La police a été intervenue d'une façon assez rude. Très rude même pour expulser les personnes. Par après, il y a eu une manifestation devant le poste de police 25 dans l'ouest du quartier, dans l'ouest du centre-ville, où est-ce que les policiers sont venus, il y avait un kissing, un simple kissing, donc dans le fond, le monde qui s'embrasse devant un poste de police assis à terre. Il y a eu une évacuation assez lourde, où les policiers sont venus matraquer, mais aussi gantés. Alors que d'habitude, tu ne viens jamais ganté pour des arrestations, pour le genre. Et même là, la presse était scandalisée à cette époque-là. Pierre Vénat, l'éditorialiste en chef de la presse, écrivait « Personne ne semble s'être demandé si l'endroit était bien choisi pour de tels ébats. » C'est des ébats, là. C'est le scandale de deux gars qui s'embrassent dans le même poste de police. C'est ça. Il faut se rappeler aussi que peut-être que l'intervention policière de 90 est en lien. C'était quelques jours après le début de la crise d'Oka. C'était aussi donc de demander les policiers qui cherchaient en limite à se venger de la mort du caporal Lemay qui avait eu lieu une semaine avant. On décidé que là-dessus, il y avait une caricature dans la presse aussi de Girard qui montrait vraiment, pour rire un peu les policiers contre les tapettes, tout ça, puis qui faisait le lien justement avec la crise d'Oka, que c'était quelque genre de vengeance, entre guillemets, des policiers. C'est ça. Donc, ce qui fait que finalement, 90, tu as eu quand même une grande mobilisation, tu as eu une grande manifestation le 30 juillet 90, qui objectivement année par après, l'année suivante, une autre manifestation, le deuxième anniversaire, qui a plus ou moins remplacé les fêtes parce qu'avant, à Montréal, les fêtes avaient lieu aussi le 23 juin, 22 juin, dans le temps, en même temps, pour souligner Stonewall. Ça créait un peu de confusion. Je me souviens d'avoir assisté dans 90, où est-ce que le monde criait. En France, parce qu'il y avait beaucoup de anglophones, beaucoup de monde de Concorde, les villes qui venaient, puis il y avait des slogans en anglais, puis que pour eux autres, on fêtait à Saint-Jean-Baptiste, le 23 et 24 juin, et non pas ça. Ça a amené des tensions, ce qui fait que de plus en plus, finalement, vers 91, 92, la marche du mois de juin était abandonnée pour la création de diversité. Et diversité, donc, ont eu lieu plutôt vers la première semaine de août. Après là, on parle de mercantilisme, mais c'est souvent la fin de semaine où est-ce que c'est que le monde, les Ontariens, les Américains sont en jour férié, qui avait lieu pour attirer le plus de monde possible. Un peu, c'est ça. Donc, ça a toujours été des revendications, entre autres. Bon, je reviens à 90, comme je disais, je suis plus habitué à faire des interventions. Donc, quand je disais tantôt,
C'était vraiment 91, 92, 93, c'est des attaques des squelettes dans le village, c'est des victimes, c'est aussi des notes en général. Il y a un refus de promulguer. À un moment donné, il y a des dirigeants du comité de Montréal contre la violence qui dit on va organiser un immense party au stade olympique, on va inviter tous les homosexuels en poste en Lénormand à venir fêter puis souligner, pas fêter, mais dénoncer la répression contre les homosexuels. Fait que là, finalement, ça fait un scandale de faire du hotting, ce que j'ai jamais vu finalement, c'était vraiment une menace. Mais il a quand même prouvé que pourquoi le monde a peur de retrouver leur nom sur cette liste-là si la discrimination n'existe pas, si tout va bien au Québec, etc. Fait que c'est ça qui a amené, bon, effectivement, la descente. Je vais revenir dans le Trucks que j'ai oublié, que j'avais une bonne citation des policiers, quand ils disaient tout à fait qu'il était intervenu au Trucks en 1977. C'était la première grande descente policière. C'est par après que le Parti québécois a décidé, quelques semaines après, d'adopter le projet de loi 88 pour modifier la Charte des droits de la personne, pour inclure l'orientation sexuelle. C'est vraiment en 77, ils n'ont pas eu l'âge de 10 ans en 76, c'est vraiment un an plus tard, qui disait que s'il y avait eu une descente policière à ce moment-là, il y a présentement une épidémie de vol à main armée commis par des homosexuels. Quelques-uns de ces bandits pouvaient se trouver dans ce club de nuit et cela nécessitait l'assistance de l'escouade tactique. Parce que naturellement, ils sont venus à l'escouade tactique pour aller faire une descente policière, chercher des homosexuels qui faisaient des vols de bande. C'était vraiment le climat en général de l'époque là-dessus. C'est ça. Donc, ça pour dire, bon, finalement, il y a eu la présentation de différents mémoires. Il y a eu finalement la création de la commission des droits de la personne sur la question de la discrimination. Consultation publique sur la violence et la discrimination envers les gays et lesbiennes, qui a quand même été un bon rapport, qui a quand même ramené différentes facettes, entre autres la reconnaissance des conjoints de même fait. À l'époque, ça ne parlait pas de mariage, mais vous savez, en 1994. Déjà en 1994, c'était même, vous savez, même la communauté, c'était pas, la revendication du mariage n'était pas une revendication qui était appréciée ou qui était supportée, mais la reconnaissance des conjoints de fait, ça l'était. C'était ça, comme je disais tantôt, qui était important, surtout, c'était ça. Et aussi toute la question des relations avec la police qui était abordée, qui a amené certaines améliorations, mais toujours pas. Mais ça, c'est comme un peu... on voit quand même certaines améliorations. Je suis encore à dire qu'il y a eu un virage économique. Et on le voit cette semaine avec, entre autres, le gouvernement du Québec. Il accorde une subvention de 1,3 million, mais il l'accorde pour le tourisme. Parce qu'il accorde vraiment Fierté Montréal. Hier matin, dans la lettre ouverte que je disais de Steve Foster et de Julie Maud, des chaînes, ça disait vraiment que c'était finalement c'est le ministère du tourisme qui organisait ça. Ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait 1,5 million qui aille directement aux organismes, qui font du terrain, qui ne font pas juste du tourisme. C'est ça qu'il faudrait regarder. Ouais, c'est ça. Donc, tout ça pour dire qu'il y a eu quand même un arrêt, objectivement, il y a eu un arrêt des descentes policières dans les sous-là. Il y a eu un arrêt des descentes policières dans les bars. C'est quand même, certains acquis à ce niveau-là qu'il faut quand même considérer, même s'il peut y avoir des interventions policières des fois. Il y a quand même, je pense, beaucoup de travail à faire, puis on le voit de plus en plus actuellement dans le climat social international. Une remise en question des droits des gays et lesbiennes en Europe, aux États-Unis, même ici, l'extrême droite québécoise, de toutes nos multis, la Meurthe et compagnie, quand ils parlent, ça parle aussi de faire reculer, on revendique trop, il y a trop d'action, il y a trop de visibilité. Il y a un risque quand même de retour vers
Les attaques qu'il y a eu, bon, on a vu au mois de juin, ben, c'est plus bon, dans les provinces, un coup d'Halifax, il y a eu des skinheads qui ont attaqué le défilé de la fierté. Il y a eu la même chose en Ontario, pour le Cornwall, des choses du genre. Donc, il faut rester vigilant. Il faut tirer à qui justement des mobilisations, être prêt. Effectivement, bon, il faut soutenir sur nos gardes et puis continuer à lutter, renforcer nos organisations autonomes. Bon, puis effectivement, autre que commercial, comme c'est actuellement, parce qu'on semble oublier ça. Il y a effectivement, j'ai vu des bons discours cette semaine sur le 50e. C'est bon, c'est très bon. On se rappelle, même le défilé des dragues, le spectacle, ça finissait par des drapeaux, bon, vertébra, puis bon, ceci c'est pas une parade, c'est une manifestation, des choses du genre. Ça reste beau, ça reste des spectacles, mais il va falloir que ce soit aussi concret dans la rue, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Désolé, je suis un peu confus. J'aurais peut-être plein de choses, là, je crois que je fais du coq à l'âne, puis je vais peut-être être plus être dans les questions-réponses. C'est ça. Juste avant, en fait, qu'on passe, si ça ne vous dérange pas, parce qu'André m'a inspiré. Parce qu'il vous a présenté ses sources. J'avais envie de faire de même. Donc, moi aussi, j'ai puisé mes sources et mes connaissances quelque part. Et c'est, en fait, juste pour vous mettre dans le contexte, Alternative socialiste, on est ici, on est à Montréal, on est à Québec aussi, on est dans plein de pays dans le monde. Et la beauté de ça, c'est qu'en fait, les expériences, le travail des uns bénéficient à tous. Et donc, moi, j'ai puisé mes connaissances, mes lectures et tout ça au travers de différentes brochures qui ont été faites par des camarades à travers le monde. Donc, par des camarades à travers le monde, surtout, jusqu'à vous dire, parce qu'en plus, on en a à vendre, une brochure, en fait, qui a été écrite par des camarades belges lors du 40e de Stonewall. On s'entend que sur les événements même de Stonewall, que ça fasse 10 ans que ce soit écrit ou pas, ça reste la même information. Donc, c'est avec toujours une analyse justement basée sur la réalité concrète, puis qu'est-ce qu'on peut, toujours avec une perspective, toujours avec qu'est-ce qu'on peut sortir de cette expérience-là. Je tenais donc à en profiter à vous dire de jeter un coup d'œil à notre table, et vous dire que, ben voilà, j'avais pris mes sources pour ces différentes brochures. Fin. Merci, Milly. Avec plaisir. Alors, avant d'aller vers la section commentaires et questions, je voulais juste, premièrement, remercier nos deux panélistes. C'était super bon. Alors, merci à vous deux. C'est super intéressant. Et si vous trouvez que cette présentation-là est intéressante, remplie de nouvelles connaissances, vous avez apprécié, ben, je vous offrirai de mettre votre nom ici pour nos prochains événements publics, où est-ce qu'on va avoir d'autres panélistes, d'autres sujets intéressants et d'autres choses à jaser. Alors ici, on a un document où est-ce que vous pouvez mettre tout simplement votre nom, votre courriel. On a une infolettre une fois par mois sur tous nos événements. Puis, ben, si vous voulez faire des rencontres politiques personnelles, où est-ce qu'on rentre dans les détails, dans les documents un peu plus costauds, ben, vous pouvez l'indiquer aussi. Alors, je vais offrir ça. Vous faites juste écrire votre nom. Ben, bien sûr. Et ensuite de ça, ben, si vous voulez lever votre main, ben, on va prendre les questions et commentaires. Alors, je suis là pour vous, levez ma main, puis je vais vous donner le droit de parler.